Le maire pro-UE de Bucarest, Nicusur Dan, qui a recueilli 53,60% des voix, est devenu président de la Roumanie. Le candidat conservateur, George Simion, a obtenu 46,40% des suffrages au premier tour. Il avait obtenu 41% des bulletins et devançait son concurrent de plus de 20 points au premier tour. George Simion a initialement reconnu sa défaite. Emmanuel Macron a félicité le vainqueur. Écoutons-le. J'ai appelé Nicusur Dan et les félicité pour son élection à la tête de la Roumanie. Malgré les nombreuses tentatives de manipulation, les Roumaines et les Roumains ont fait ce soir le choix de la démocratie, de l'état de droit et de l'Union européenne. La France se tiendra à vos côtés pour renforcer notre partenariat et œuvrer ensemble à une Europe plus forte, plus souveraine et plus indépendante. Antoine, la démocratie l'a emporté en Roumanie ? Sans aucun doute. Non, mais c'est clair qu'il était important pour l'Union européenne de pas voir un gouvernement romain qui ne bascule pas dans une attitude franchement hostile à une potentielle intervention tout simplement en Ukraine. Ouais. C'était très important, en particulier avec la présence de cette base de l'OTAN qui est en train de en 2030, l'OTAN doit avoir sa plus grande base en Roumanie. Il y a un millier de soldats français qui sont présents, une usine de Rheinmetall qui fait la maintenance des matériels qui sont livrés à l'Ukraine. Donc effectivement, la Roumanie, il y a le Danube qui sert de couloir d'approvisionnement. Les enjeux étaient trop importants. Voilà. Donc il y a aussi 3 énormes bases américaines qui sont là-bas, qui sont équipées de missiles. De missiles antimissiles, et on sait qu'en 20 minutes ils reconfigurent le système pour les transformer en missiles offensifs et non plus en missiles défensifs. Et aujourd'hui, une partie de la Roumanie, si ce n'est toute la Roumanie, même déjà à l'époque où j'y habitais, est aux mains des Américains. Les Roumains lèvent la main pour demander l'autorisation de faire quelque chose. Sylvain, vous pouvez compléter un peu, quel est l'enjeu de la Roumanie pour l'OTAN et pour l'Union européenne ? Alors pour l'OTAN, c'est surtout, comme vient de le dire Cyril, c'est surtout pour les États-Unis. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que ça dépend des administrations américaines. Je rappelle que Georgescu est un grand ami de Kennedy Junior, donc on est un peu étonné qu'il n'ait pas été plus soutenu pour l'administration Trump dans ses déboires. Maintenant, il y a cette base qui doit être construite, il y a cette idée que c'est un pivot de la défense soi-disant anti-missile. Je rappelle que toutes ces bases ont été installées dans le narratif américain à l'égard de Moscou, dans l'idée qu'il fallait protéger cette section de l'Europe et de l'OTAN avec la Turquie de l'autre côté de la mer Noire contre les mollahs iraniens. Faut pas oublier le prétexte qui avait été évoqué à l'époque. Maintenant, en ce qui concerne l'UE, eh bien, on a vu avec l'affaire de la France et de Pavel Dourov que tout ça, c'était pour éviter un nouveau camouflet, pour éviter l'arrivée d'une espèce de nouveau Orban dans le secteur. Parce que pour la France, là, c'était vraiment un camouflet supplémentaire que d'imaginer qu'un candidat qui soit contre l'Union européenne dans ce pays clé puisse avoir raison. Et ce qui est terrifiant, c'est que le candidat qui a été élu, c'est son parti qui a monté toute l'opération TikTok pour faire monter Georgescu à l'automne dernier. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que ces gens-là se sont pris pour François Mitterrand avec le Front National des années 80 pour briser le RPR. Ils ont fait la même chose avec Georgescu. Et ce qui est fou, c'est que la semaine dernière en France, on a eu la télévision d'État, France Télévisions, qui nous a enfin dit que nous avions raison. Ça fait 5 mois qu'on criait que c'était ce scénario-là et non pas une ingérence de la Russie. Eh bien, c'est arrivé quand même sur les écrans en France, mais ça n'a pas eu d'effet sur l'élection parce que on pense que corps et bien, toute la diplomatie française, toutes les magouilles ont permis. J'ai cru comprendre que là, on leur avait donné la recette corse, puisqu'on a fait voter les morts par milliers. C'est du Jean Tibéri dans le 5e arrondissement qui a permis à ce monsieur d'être élu. C'est parfait, c'est la grande victoire de la démocratie version Emmanuel Macron. Alors en effet, l'affaire aurait dû s'arrêter là, puisque le George Simion avait reconnu sa défaite, jusqu'à ce que le fondateur de Telegram, Pavel Dourov, fasse de surprenantes révélations, poussant le candidat conservateur à réclamer l'annulation du résultat. Regardons ces révélations. Ce printemps,
Au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef du renseignement français, m'a demandé de bannir les voix conservatrices en Roumanie à l'approche des élections. J'ai refusé. Les services de renseignement extérieur français ont confirmé qu'ils m'avaient rencontré, prétendument pour lutter contre le terrorisme et la pédopornographie. En réalité, la pédopornographie n'a jamais été évoquée. Ils voulaient effectivement obtenir les adresses IP de personnes soupçonnées de terrorisme en France, mais leur principal objectif a toujours été la géopolitique, la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Je suis prêt à venir témoigner si cela peut aider la démocratie roumaine. Le fait que des acteurs étatiques tels que la République de Moldavie et la France, ainsi que des acteurs non étatiques, ont manipulé les algorithmes des réseaux sociaux est prouvé. Et la Haute Cour et la Cour constitutionnelle doivent tenir compte de ces preuves. Par respect pour des millions d'adhérents et les personnes dévouées à leur patrie et pour faire régner une exactitude juridique, je suis obligé d'entreprendre ces démarches. La fraude, comme nous l'avons signalé, s'est faite à 2 niveaux. Des votes supplémentaires ont été ajoutés au profit de mon opposant et ces États et acteurs non étatiques ont influencé le processus. Vladimir, vous êtes russe, vous prenez régulièrement des leçons de démocratie et d'ingérence de la part de la classe dirigeante européenne, notamment française. Comment vous regardez cette séquence en tant que russe, je dirais? Je veux dire que la France avait toujours ses intérêts spéciaux en Roumanie et bien sûr que Macron surveille les élections en Roumanie peut-être comme sa victoire ou défaite personnelle, donc de toute l'Union européenne. Et je connais très bien qu'est-ce que c'est que les élections. J'étais, comme vous savez, membre du Parlement russe. J'ai passé quelques fois les élections moi-même. J'étais toujours souvent l'observateur, y compris en Ukraine, pendant les élections de M. Yanukovych quand il était élu président. Je peux dire que c'est évident que les élections étaient manipulées. Y compris au point du vote à l'étranger, où il n'y avait pas de surveillance, il y avait trop donc de voix qui étaient tous orientés vers les candidats européens, disons comme ça. Et ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est l'exemple de comment c'est pas la Russie, donc enfin, mais donc excusez-moi la France et les autres pays européens qui ont manipulé les voix. Et Pavel Durov prouve que ça, c'est vraiment a eu lieu. Oui, on pourrait juste faire un pas de côté et se rappeler le discours environnant il y a 2-3 ans qu'on avait la Suède et la Finlande qui ont demandé à adhérer à l'OTAN. C'était comment dire, le renforcement des valeurs de démocratie en Europe. Les peuples européens ont choisi, ils sont du bon côté de l'histoire. Et là, on a vu ce qui s'est passé en Moldavie, où s'est passé ric-rac l'année dernière. Ce qui se passe en Roumanie cette fois, où ils ont été obligés d'annuler une première élection, il faut le dire, avant de voir le résultat. Même en France, d'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Marine Le Pen, la voilà éjectée, enfin en tout cas temporairement. Et en Allemagne, on peut parler de ce qui se passe avec la FDP. C'est ce qu'avait souhaité Thierry Breton, d'ailleurs, commissaire européen, qui avait dit on va leur faire pareil, on va faire pareil ce qu'on a fait en Roumanie, on va faire en Allemagne. Est-ce que c'est quand même pas une victoire à la Pyrrhus? Parce que là, quand même, ça va finir par se voir. C'est pas une victoire, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais ils se moquent de nous. Si je sais pas, mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, hein. Parce que là, en plus, on a vu qu'il y avait des Moldaves qui avaient voté à l'élection présidentielle roumaine, alors qu'ils n'ont pas à voter. Les Moldaves n'ont pas à voter. La Moldavie, c'est un pays, ça fait plus partie de la Roumanie, c'est terminé. Il y a que Maria Sandu qui est présidente de la Moldavie avec un passeport roumain. Le reste, ça n'existe pas. Et puis quand on voit effectivement la manipulation qu'il y a eu sur la première élection, on l'avait tous dit, et le CREI, donc les services de renseignement roumains, l'avait lui-même dit, non, c'est pas les Russes, ça vient de l'interne, ça a été mis en place en interne et ça a été fait comme ça. Maintenant, là où je diffère un tout petit peu avec Vladimir, c'est que Macron travaille pas pour la France. Il a jamais travaillé pour la France, il travaille pour l'Europe. S'il travaillait pour la France, ça serait ce que la France a fait en Roumanie, c'est pour défendre les intérêts européens et au passage passer pour ridicule, parce que vu ce qui est en train de monter, vraiment on passe pour des quiches. Sylvain Ferreira, Paris a dépensé des gros moyens, ministère des Affaires étrangères, DGSE. C'est si important pour Emmanuel Macron, cette élection en Roumanie. Vous êtes d'accord avec les autres intervenants? Oui, tout à fait. Puis je vais faire un peu de géographie pour les auditeurs, géographie parisienne. Pavel Durov dit que la réunion avec Lerner n'a pas eu lieu dans un endroit comme ça anodin. On parle d'un endroit hyper sécurisé en termes d'écoute.
Le salon des batailles à l'hôtel Crillon, c'est une bulle. C'est une bulle anti-écoute, anti-espionnage. Pourquoi? Parce que juste à côté, il y a un voisin un peu problématique qui s'appelle l'ambassade des États-Unis à Paris, avec des antennes un peu partout qui permettent d'écouter notamment l'autre voisin de l'autre côté de la rue, qui est l'Élysée. Et sans avoir à déployer des choses très spectaculaires. Et donc on se dit, pourquoi ce rendez-vous dans ce lieu-là, sinon pour se cacher des services secrets américains, c'est-à-dire pour ne pas que les Américains soient au courant de cette magouille-là. C'est quand même là aussi très intéressant à voir. C'est-à-dire qu'on voit comment Macron, il sait très bien ce que pense Donald Trump. J'ai rappelé les liens entre Kennedy Jr. et Georgescu. Il a monté une opération au détriment des intérêts de l'administration américaine actuelle. Et c'est pour ça que ça a eu lieu dans cette enceinte assez spéciale, ce qui en dit long donc sur l'intérêt pour Emmanuel Macron de voir, puisqu'il se voit comme le futur président de l'Europe fédérale qu'il ne cesse d'appeler de ses vœux, eh bien, il fallait surtout pas qu'il y ait un nouveau Orban et un nouveau pion dans l'Union européenne qui soit dissonant par rapport à l'idée que en 2027, une fois qu'il quitterait hypothétiquement l'Élysée, parce que ça c'est pas fait encore, eh bien, il ait plusieurs dissidents face à lui, que ce soit Fico, que ce soit Orban ou si là ça avait été Simeone, ça lui aurait posé des problèmes supplémentaires. Antoine, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais revenir sur les accusations de Pavel Durov qui sont quand même très graves et la preuve, le Quai d'Orsay mais aussi la DGSE ont démenti ces accusations, la DGSE qui ne s'exprime jamais dans de tels cas en temps normal, donc ça montre qu'il y a un certain poids politique à ces accusations. Et d'ailleurs, je reste perplexe en fait parce que Pavel Durov, quel intérêt aurait-il à balancer des fake news, puisque c'est la position du gouvernement français. Il a que des coups à prendre en agissant de la sorte. Surtout qu'il a, encore une fois, on a mis l'extrait, il est prêt à aller en Roumanie pour participer à une commission d'enquête. Alors, non seulement il est prêt à aller en Roumanie pour participer à une commission d'enquête, mais depuis sa première intervention, les Français l'empêchent de partir aux États-Unis pour ses affaires. Ensuite de ça, juste pour rebondir sur ce que disait Sylvain, il parlait de géographie, il faut étendre un petit peu cette géographie, mais locale. C'est-à-dire que la Roumanie a un accès à la mer Noire, mais il y a aussi la Hongrie qui est derrière, puisqu'ils ont des frontières, et puis il y a la Slovaquie aussi qui est juste derrière, et quand on regarde tout ça, ça fait un magnifique couloir, et on comprend pourquoi l'OTAN veut absolument garder la mainmise là-dessus, et sur la Transnistrie et la Moldavie de la même façon. Après, pour revenir sur Durov, je suis désolé parce que ça m'avait échappé à ce moment-là, faut pas oublier que quand Pavel Durov a créé Telegram, à l'époque où il l'a créé de façon à ce que cette plateforme puisse échapper, entre guillemets, au système de contrôle russe, parce que Pavel Durov, c'est pas un grand fan. Oui, à la base, s'il a obtenu la citoyenneté française, voilà. C'est parce que on l'a présenté comme un dissident. Et donc aujourd'hui, le fait qu'il intervienne de cette façon, en mettant les pieds dans le plat un bon coup, on peut pas l'accuser de faire du pro-russe, parce que sinon il serait revenu dans son pays alors qu'il y est pas. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une implication de la France, et comme le disait très justement Antoine, plus la France dément, en fait, plus elle s'accuse toute seule. Il n'y a qu'à voir comment ils ont démenti ce qui s'est passé dans le train en allant à Kiev, comment ils démentent leur implication au niveau des élections roumaines, et comment la DGSE dit non, c'est pas moi. Sylvain Ferreira, je vais vous laisser conclure cette émission, mais il y a quelque chose qui m'a choqué dans ce qu'a dit Pavel Durov, c'est qu'il a dit qu'on était censé me convoquer pour lutter contre la pédopornographie et le terrorisme, et finalement la seule chose qui les intéressait, c'était la répression des opposants politiques. Là, on a quand même franchi on a franchi une limite. Là, c'est comment vous voyez ça, vous, de France? C'est-à-dire qu'on a bien compris que la DGSE était devenue, avec Lerner, une officine au service du pouvoir, et non plus au service de la France et de ses intérêts à l'extérieur. Et puis en plus, on voit bien que on a frappé Durov à la descente d'un avion
il y a quelques mois en lui disant voilà, on vous met en résidence surveillée parce que sur votre réseau il y a des pédophiles, il y a ceci, il y a cela. Et là, on le convoque en lui disant bon, on va vous parler de ça parce que officiellement c'est ce qui est important. Et puis on réalise bien que c'est pas du tout ça qui est important. Hein. D'ailleurs, les gens qui s'occupent de pédocriminalité apprécieront. Et que la réalité, c'est de faire du jeu d'influence à l'extérieur de nos frontières, mais certes au sein de l'Union européenne. Il faut pas oublier, on n'en a pas parlé, c'est que tout ça intervient aussi suite à l'échec patent de l'Union européenne en Géorgie, hein, parce qu'il y a eu aussi cet épisode-là qui a été concomitant de la première phase de l'élection présidentielle en Roumanie à l'automne dernier, où là, par contre, l'Union européenne a pris une immense claque dans la figure, et à l'époque, l'administration Biden, puisqu'ils avaient tout programmé, là encore, pour faire ce qu'on peut appeler sans aucun problème une espèce de coup d'État. Et donc ça, ils l'ont pas réussi, et donc il fallait surtout pas se louper sur le dossier de la Roumanie, parce que là, ça aurait fait deux problèmes en si peu de temps dans la même sphère d'influence de l'Est de l'Europe. Les médias français sont faits très discrets sur le Durov Gate, mais la victoire pas très catholique de l'Union européenne en Roumanie laissera forcément des séquelles qui ne feront que renforcer l'euroscepticisme croissant.